Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Jean-Luc Tary. Bonjour monsieur. Bonjour. Jean-Luc Tary, vous êtes cadre supérieur dans une grande entreprise française. Jean-Luc Tary publie cet essai de futurologie, l'avenir de l'humanité, à retrouver comme d'habitude sur la boutique officielle de TVL. Alors Jean-Luc Tary, sur l'avenir des pays de l'Union européenne, vous imaginez deux scénarios: un suicide collectif des peuples par une immigration de peuplement ou une prise de conscience de la décadence ambiante. Qu'est-ce qui pourra faire balancer, selon vous, d'un scénario à l'autre? Eh bien, c'est la réaction des peuples par rapport à ce qui est proposé. Dans un premier cas, on est dans une dystopie, c'est-à-dire un avenir qui me paraît de plus en plus sombre, avec un déferlement migratoire, principalement depuis l'Afrique. Il faut savoir que l'Afrique est un continent en pleine explosion démographique, tandis qu'en Europe, on a un taux de reproduction qui est inférieur à 2,1 par femme. Donc en fait, statistiquement, à terme, la population européenne va baisser. Et à côté, il y a un continent où les femmes ont un taux de fécondité de 4 à peu près, 3 à 4. Donc par un système de vases communicants, on peut penser que l'Afrique va se déverser vers l'Europe. Et donc ça va poser quelques petits problèmes aux Européens, évidemment. Alors la solution, c'est une prise de conscience de ce problème qui est démographique. Il n'y a pas de racisme là-dedans, il n'y a pas de xénophobie, c'est une évidence qu'il faudrait prendre en compte. Et je pense que chacun doit prendre ses responsabilités, chaque peuple va devoir prendre ses responsabilités. Soit on continue comme ça, et on va vers un suicide civilisationnel, une décivilisation, soit il y a une réaction qui se produit d'un ou de plusieurs pays qui sont actuellement dans l'Union européenne pour changer le cours des choses. Et là, vous comptez sur l'esprit révolutionnaire de certains pays, de certains peuples, comme le sont les Russes, les Anglais, les Français? Alors les Anglais, c'est un bon exemple, ils sont sortis de l'Union européenne. C'est le peuple anglais qui a imposé la sortie de l'Union européenne contre les élites anglaises qui n'en voulaient pas. Donc il y a une tradition révolutionnaire qui s'est manifestée à nouveau. Et puis la France, évidemment, est un autre pays qui a une tradition révolutionnaire. Donc peut-être que nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution française qui va sortir, qui va dégager les élites actuelles, qui sont absolument cosmopolites et non pas patriotiques. Vous n'avez pas peur que les Français aient perdu cet esprit révolutionnaire? Non, au contraire, je vois des signes avant-coureurs d'une nouvelle révolution française, avec notamment les Gilets jaunes, qui se sont manifestés il y a quelques années. Et qui ont été réprimés dans une violence inouïe. Voilà, oui, mais il y a eu violence, mais peut-être que la prochaine fois, il y aura moins de violence, il y aura plus de succès. Puis très récemment, on a vu les agriculteurs qui ont manifesté, principalement sur les autoroutes. Encore un signe avant-coureur d'une espèce de bouillonnement du peuple français. Ils ont été reconduits chez eux après les annonces et le saupoudrage du Premier ministre Attal. Après, il peut y avoir d'autres événements inattendus qui se produiront pour renverser l'ordre établi, que j'appelle cosmopolite, c'est-à-dire européiste et voire même mondialiste, une espèce de préférence étrangère. Alors, vous anticipez dans votre ouvrage des tendances potentielles ayant une certaine probabilité de se réaliser. Évidemment, vous n'êtes pas Madame Irma, Jean-Luc Tary. Oui, je ne suis pas une voyante, oui. Mais vous expliquez quand même qu'à travers la pandémie de Covid-19 qu'on a traversée, on peut avoir une idée d'un nouveau type de guerre. Alors, est-ce que vous pensez à des guerres bactériologiques ou virales? C'est quoi l'avenir des guerres? L'avenir des guerres, c'est une hypothèse qu'il faut en effet prendre en compte. Les virus ou les bactéries potentiellement mortelles. Donc ça peut être une façon de faire une troisième guerre mondiale, assez efficace, assez radicale. Alors bien sûr, les États qui se lanceraient dans cette initiative devraient avoir une industrie pharmaceutique pour produire les vaccins. Sinon, leur propre population risquerait d'être désintégrée, annihilée. Alors, on a vu en France que Sanofi a beaucoup œuvré à la création d'un vaccin qui n'est jamais arrivé. Voilà. Alors, d'ailleurs, l'épisode du Covid-19 nous montre cette perspective. Peut-être que ça a été un coup d'essai au niveau mondial, c'est-à-dire qu'on a balancé volontairement le Covid-19 en Chine. Et ce ne sont pas forcément les Chinois qui ont fait une erreur. C'est une hypothèse parmi d'autres. Au début, on avait parlé du pangolin.
l'hypothèse la plus probable, officielle, c'est que le virus du Covid-19 est sorti accidentellement du laboratoire chinois. Mais il y a une troisième hypothèse, une tierce puissance a balancé ce virus pour voir comment réagissaient les populations et comment on pouvait domestiquer les populations en leur faisant peur. Donc là, ça ouvre des perspectives. Et même des bruits que j'ai vus dans la presse récemment, comme quoi il y aurait un nouveau virus qui sortirait. Enfin, oui, l'OMS parle déjà de maladie X. Voilà. Alors, ce serait incroyable, mais vrai. Alors, dans un avenir plus proche, concernant ce conflit à l'est de l'Europe entre la Russie et l'Ukraine, vous pensez que ce conflit ne devrait pas dégénérer en conflit atomique ? Pourquoi vous êtes si sûr ? Pourquoi vous avez ce sentiment ? C'est le plus probable, parce que tout le monde comprend bien qu'on ne peut pas défier la Russie. La Russie, c'est l'héritière de l'Union soviétique, c'est une superpuissance nucléaire. Si on la provoque réellement, ils vont peut-être passer aux armes atomiques. Mais comme l'Union européenne continue à financer cette guerre, elle a injecté 50 milliards supplémentaires. À force de provoquer, est-ce que ça pourrait pas... je pense que les Russes sont dirigés par des gens qui sont des maîtres au jeu d'échecs. Ils ne vont pas paniquer parce que l'Union européenne verse 50 milliards de plus. Pour moi, c'est un investissement inutile. Ça n'empêchera pas l'Ukraine de perdre et la Russie de gagner. En fait, la Russie ne peut pas perdre, tout simplement parce que c'est une superpuissance mondiale, nucléaire, peut-être même avec des armements chimiques, etc., bactériologiques. Mais pourquoi cette fuite en avant des dirigeants européens de vouloir investir à ce point ? Ils ne veulent pas perdre la face. C'est vrai pour la gauche américaine, qui sont encore dans la survivance du conflit contre les communistes. Pour eux, la Russie, c'est resté l'ennemi numéro un, alors que le régime communiste s'est effondré, mais il y a toujours cette russophobie. Puis les Européens sont à la remorque des Américains. Beaucoup de pays européens sont membres de l'OTAN. C'est une organisation militaire qui est pilotée par les Américains. C'est de la russophobie ou c'est plutôt l'envie pour les Américains de ne surtout pas voir se créer une sorte de continuum géostratégique, le fameux de Lisbonne à Vladivostok ? C'est plutôt la deuxième hypothèse. Il faut absolument empêcher, dans l'esprit des Américains et des dirigeants européens, la Russie de progresser. Parce que, en fait, la Russie a beaucoup perdu. Du temps de l'Union soviétique, elle avait un empire dans tous les pays de l'Est. Tout ça s'est effondré. Il ne reste plus que la Biélorussie et l'Ukraine, qui sont restés dans la sphère russe. Et donc la Russie veut récupérer une partie de l'Est de l'Ukraine, qui est composée de russophones. On peut supposer d'ailleurs qu'ils sont russophiles. Et si on leur demandait par un référendum s'ils souhaitent rattacher à la Russie ou rester dans l'Ukraine, il est probable qu'ils voteraient pour la Russie. Mais ça, les Européens ne veulent pas en entendre parler. Ils sont dans une guerre froide automatique, une survivance d'une guerre froide qui est potentiellement dangereuse si les Russes s'énervent. Alors, justement, après avoir parlé de la Russie, on va continuer sur question énergétique. Vous dites qu'en la matière, l'avenir appartiendra au nucléaire et donc à l'électricité. Comment, selon vous, fonctionneront les centrales françaises du futur ? Alors, soit on continue avec la technologie actuelle et on développe le parc. Donc la centrale à fission. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. On est sur la centrale à fission. Soit on opte pour une nouvelle technologie qui est la fusion nucléaire. Donc ce système n'est pas encore tout à fait opérationnel. C'est le cas de l'EPR. Voilà, c'est l'EPR qui est en cours de mise en place très laborieusement. À Flamanville, paraît-il. Voilà, oui. Donc pour moi, c'est l'avenir. Forcément, c'est l'avenir, c'est le nucléaire, parce que, pour une raison très simple, c'est que les réserves d'hydrocarbures ne sont pas éternelles. On a à peu près un demi-siècle, 60 ans de consommation de pétrole devant nous. Il y a du charbon. Enfin, ça, c'est très obscur, parce qu'on nous interdit de recharger de nouveaux gisements, donc on ne sait pas très bien. En théorie, c'est ça. Je crois que les pétroliers sont très au courant qu'on a ils parlent de milliers d'années, mais ils n'en parlent pas trop bruyamment, justement pour garder les prix à la hausse. Mais... De toute façon, plus le pétrole est lointain et profond, plus ça coûte. Donc il y a un coût quand même. Donc à terme, je pense que l'électricité va remplacer le pétrole. Donc on roulera en véhicule électrique, on se chauffera électrique. Mais à terme, c'est dans 50, 100 ans. Et donc l'énergie nucléaire sera là. Avec les EPR, si un jour on arrive à les faire marcher. Mais pour moi, c'est la voie de l'avenir. L'électricité, le nucléaire. Mais le reste, on voit tout ce qu'il faut comme minerai pour faire marcher toutes ces batteries de voitures, le lithium, le coltan qu'on va chercher dans des conditions épouvantables en République démocratique du Congo, par exemple. C'est pas très le écologique. cuivre qu'il va falloir équiper toutes ces centrales pour recharger les voitures sur l'autoroute. Enfin, ça va être une révolution. C'est pas pour demain, je parle à 50 ans.
un demi-siècle. C'est sûr, demain, si on ne peut pas passer demain à ça, mais en fait, c'est du prévisionnel sur la deuxième partie du XXIe siècle. Vous annoncez aussi que le surendettement de certains pays provoquera inévitablement un défaut de remboursement des emprunts à échéance. Comment les populations des pays concernés, c'est principalement les pays de l'Occident, peuvent-ils se préparer à ce crash ? Il faut se préparer en diversifiant ses placements, pas tout mettre ses avoirs dans une seule et même banque qui pourrait faire faillite. Parce que les banques, même les grosses banques peuvent faire faillite. On a eu un cas récemment aux États-Unis où la banque Silicon Valley Bank. Voilà, la Silicon Valley Bank, la banque des artistes, eh bien, elle a déposé son bilan. Donc elle a été rachetée par une plus grosse banque. Mais en fait, le système est assez fragile. Parce que le capitalisme, c'est un pari sur l'avenir perpétuel. On fait un investissement, on emprunte. Mais si ces investissements ne sont pas suffisamment rentables, l'entreprise qui a emprunté ne peut pas rembourser les dettes, et la banque qui a prêté se trouve en défaut. Elle doit passer normalement en perte et profit une créance qui est désormais irrécouvrable. Ce qu'ils ne font pas officiellement, pas toujours. Donc ils masquent en fait les bilans des banques intègrent des créances irrécouvrables qui ne sont pas passées en perte. Oui, hors bilan. Ils sont hors bilan, voilà. Mais un jour, s'il y a trop d'entreprises qui font faillite en même temps, on aura un nouveau crack comparable à celui de 1929. Ouais, ou de 2008. 2008, mais 1929, c'est encore pire, parce que là, il y a eu des millions de chômeurs partout, du jour au lendemain. Donc c'est la logique du capitalisme. Les investissements doivent être rentables, sinon il y a des faillites, et c'est logique. Vous prévoyez aussi par ailleurs la fin de la zone euro. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, faire advenir cette fin ? Un esprit révolutionnaire dans certains pays. Ça serait une faillite de banque, justement, qui pourrait mettre la zone euro à terre ? Oui, c'est une possibilité. Après, je n'ai pas de boule de cristal. Il faut prendre en compte cette hypothèse de plusieurs grandes banques qui feraient faillite, ou alors de certains peuples qui se soulèveraient, qui diraient on dégage les cosmopolites, les européistes au pouvoir, et qui changeraient de politique radicalement. Donc l'avenir reste ouvert sur ce point. Qu'est-ce qu'une fin de la zone euro permettrait aux États-nations européens de faire ce qu'elles n'ont plus le droit de faire ? En fait, il y a un taux de change unique à l'intérieur de l'euro. Et donc, il y a certains pays qui sont défavorisés par le taux actuel. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, qui a une industrie forte, qui se positionne sur le haut de gamme, que le taux de change de l'euro monte, ça ne le dérange pas, ça n'empêche pas les exportations allemandes. Par contre, il y a certains pays comme les Italiens et puis les Français qui ne sont pas adaptés à un taux de change trop élevé qui favorise l'Allemagne. Eux, ils sont défavorisés. Ils sont défavorisés au point qu'on constate une désindustrialisation en Italie et en France, notamment. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais en fait parce que le taux de change ne s'adapte pas, ou plutôt est adapté au cas allemand, et n'est pas adapté à l'industrie française qui est plus dans le moyen de gamme et le bas de gamme. Par contre, la France fait des gros profits sur les produits de luxe, le champagne, etc. Mais l'industrie française s'effondre. Voilà une conséquence de l'euro. Et si on sort de l'euro, on pourra avoir un taux de change flottant qui s'adapte pays par pays aux besoins de chaque État-nation. Encore faudra-t-il avoir réindustrialisé la France pour pouvoir exporter quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus qu'à 9% ou 10% du PIB français. Ça baisse, c'est les faillites d'usines françaises qui s'accumulent. Mais bon, il y a une cause cachée, c'est logique par rapport au taux de change. Vous allez aussi sur la question du progrès technique et vous redoutez de voir apparaître une monnaie dont l'utilisation pourrait être contrôlée par les États et les banques avec la mise en place de ce qu'on voit en Chine, à savoir un crédit social. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'en France, on pourrait être soumis à la même pression, à la même politique ? C'est le développement d'Internet, par exemple, qui favorise une espèce de flicage. Si on tape un mot qui n'est pas accepté du point de vue politiquement correct, tout de suite, il y a des alarmes qui arrivent, qui remontent. On demande de fermer les comptes, ou alors on dit autocensurez-vous. Donc en fait, il y a en effet une tentative peut-être de copier la Chine avec son crédit social. Si vous êtes un bon citoyen, vous avez une bonne cote. Si vous êtes un mauvais citoyen, on va vous pénaliser. Et notamment un point très important dont on entend parler, la suppression des billets de banque. Parce que ce serait une grave atteinte à la liberté. Parce que si vous n'avez plus de billets de banque et que vous êtes obligé de payer par carte bancaire, vous croyez que c'est facile, c'est vrai que c'est facile, mais il y a un inconvénient.
n'importe quel employé de la banque, de votre banque, peut désactiver votre carte. Et si les billets de banque ont disparu, si les pièces de monnaie ont disparu, vous faites quoi? Vous crevez de faim devant votre supermarché. Alors Christine Lagarde, qui dirige la BCE, est en train de lancer son euro numérique, tout en nous disant que les pièces et les billets resteraient en circulation. Oui, mais c'est une promesse qui n'engage que ceux qui y croient. La prochaine étape, ce serait de dire, du jour au lendemain, on laisse tomber les pièces et les billets. Et ce jour-là, c'est une façon de domestiquer le peuple. Enfin, tous les peuples de l'Union européenne, ils seraient à la merci des décisions de la banque et au-dessus des banques et des États qui pourraient demander à telle ou telle banque, si la banque ne veut pas avoir de problème, de désactiver les cartes bancaires des opposants politiques. Et les opposants politiques, ils seraient contraints d'en rabattre. Ils ne pourraient pas vivre. Ils seraient obligés de demander à des amis qui leur prêtent un peu de nourriture. Enfin, ce serait un moyen de domestiquer les opposants politiques. Sur le plan sociétal, vous dites que selon les progressistes occidentaux, selon leur doctrine, la future société idéale devra être uniraciale, résultat d'une fusion des Blancs avec d'autres races. On voit, c'est le cas dans les métros, dans les couloirs du métro, des campagnes publicitaires, c'est souvent, voire systématiquement, avec une mise en scène de couples mixtes. C'est quoi les objectifs d'un métissage de la société française ? L'objectif principal, c'est de combattre a posteriori l'idéologie hitlérienne. Hitler a dit qu'il y avait une race inférieure qui était les Juifs, qu'on pouvait exterminer. Donc, en fait, nos dirigeants ont peur. Ils ont peur de la réapparition d'un nouvel Hitler. Et donc, pour conjurer cette catastrophe de leur point de vue, il faut absolument passer vers la société uniraciale. C'est-à-dire un mélange des Blancs, un mélange avec des Noirs, des Arabes, un petit peu d'Asiatiques, et vous arrivez à une race de métis. Et lorsque vous arrivez à cette race de métis... Non, mais on nous vante toujours les bienfaits du multiracial, du multiethnique, plutôt du multiculturel. Alors donc multiculturel, oui, multiracial, non. Mais alors, c'est une projection vers le futur. Au bout de 2 ou 3 générations, c'est un minimum de 3 générations, il faut arriver, dans leur esprit, à une seule race, que j'appelle métissée. C'est ce qu'avait raconté Richard Coudeneuve-Kalergi dans ses plans pour l'Europe, d'une Europe métissée. Et ça, c'est fondamental, parce que dans une Europe où il y a une seule race de métis, eh bien, on est au paradis antifasciste, parce que le nouvel Hitler ne peut pas réapparaître avec une seule race de métis. Alors, il y a un autre Jean-Luc qui parlait de créolisation. Eh bien, il a dit la vérité. Non. Moi, je parle de métis, lui, il parle de créolisation, mais c'est l'objectif à atteindre. Et il faut bien comprendre que c'est un impératif. C'est pas une option dans leur esprit. C'est impératif, c'est quasiment un ordre quasiment religieux. C'est comme ça, puis pas autrement. Si on est vraiment dans l'antifascisme obsessionnel, anachronique, il faut absolument arriver à cet objectif. Et c'est un objectif à 50 ans, à 100 ans. Mais ils ont le temps devant eux. Par contre, à court terme, ils ont peur. Parce qu'en fait, ils font venir des races différentes. Et cette situation, elle favorise la réapparition du nouvel Hitler. Si vous avez plusieurs races sur un même territoire, vous retrouvez le cas de figure de Hitler qui peut racialiser telle ou telle race. Et donc c'est ça qui leur fait peur. C'est pour ça qu'ils sont arrogants, ils sont condescendants, et ils ont peur. Et donc au lieu de freiner, ils accélèrent. Ils y vont, ils y croient, on y va. On évoquait tout à l'heure le progrès technique. Il faut évidemment parler de la révolution cognitive. Vous en parlez aussi dans votre ouvrage. Comment va évoluer le rapport de l'homme à la machine dans les années qui viennent, selon vous ? Alors bon, là, il y a une certaine incertitude. C'est vrai que l'homme pourrait éventuellement créer des robots plus perfectionnés, qui sortiraient des usines de fabrication, des usines automobiles, des automates, des robots qui feraient le service dans les cafétérias, des robots qui seraient babysitters, des robots qui seraient des prostituées. Ce seraient en fait des humanoïdes, qui auraient une forme humaine et qui pourraient satisfaire un certain nombre de services dans le tertiaire. Donc ça, je pense que c'est l'avenir, puisqu'il y a des progrès évidents dans la robotique. Je crois que Tesla a déjà préparé son robot à fabriquer à la chaîne et qui serait prochainement, je crois que c'est 2026 ou 2030. C'est-à-dire demain, ça, c'est très récent. Mis sur le marché de robots produits en chaîne, à la chaîne. Non, oui, mais ça, je pense que c'est l'avenir. D'ailleurs, ça commence. Donc ça va continuer.
Vous faites des projections aussi sur la scène internationale. Vous voyez l'Inde jouer un rôle primordial en la voyant arriver en tête du classement des puissances mondiales. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec une Inde, première puissance mondiale, devant la Chine ? Alors, c'est bien de citer également la Chine et l'Inde. En fait, ce sont deux superpuissances qui sont en train de monter. Tandis que les pays occidentaux, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, sont un peu en train de décliner. Alors pourquoi ils vont continuer à progresser ? Pour une raison démographique. Les deux États ont 1,4 milliard d'habitants, tandis que les autres, les Français, 66, les Anglais, à peu près la même chose. Donc quand on a 1,4 milliard d'habitants, il est plus facile d'arriver à avoir un gros PIB. Si on gère correctement l'économie. Et donc je dis que l'Inde va passer devant la Chine, d'abord démographiquement, mais aussi économiquement. C'est une superpuissance de demain parce qu'elle n'est pas engoncée dans le communisme. Et en fait, les Chinois se pénalisent en restant accrochés à leur idéologie communiste. On sait bien que le communisme... D'un point de vue économique, ils ont adopté les lois du capitalisme. Ils sont dans l'OMC depuis 2001. Oui, mais, parce que ça les arrange d'exporter. Mais dans le pays, il n'y a pas d'initiative privée. Sauf un petit peu à Hong Kong, d'ailleurs, où ça chauffe un peu, là. Donc l'Inde, la Chine, ce sont des superpuissances démographique. Et ce poids, si l'économie est bien gérée, peut se transformer en superpuissance économique. Et vous voyez le centre de gravité économique passer de l'Atlantique à l'océan Indien. Il est aujourd'hui dans le Pacifique, il était hier dans l'Atlantique, il serait demain dans l'océan Indien, ce centre de gravité économique mondial. Oui, il basculerait vers le Pacifique. Alors les États-Unis devraient quand même garder sur la côte ouest du dynamisme. Mais de l'autre côté, Chine et puis Inde, ce sont des pays qui ont un avenir. Les Chinois sous administration communiste depuis 1949, vous imaginez un jour le peuple se retourner contre le régime chinois? Je pense que c'est le sens de l'histoire, de renverser les dirigeants communistes. Ça s'est déjà vu en Europe, en 89, 91. Donc pourquoi pas la Chine? Après, je pense que la Chine est la prochaine puissance qui va s'effondrer et les communistes devront tôt ou tard laisser la place parce que c'est anachronique le communisme. Alors bientôt, ça peut être dans 50 ans. Là, on est toujours sur des projections, c'est pas demain, c'est pas l'année prochaine. Disons à la fin du XXIe siècle, ça devrait être réalisé. Vous évoquez aussi la fascination que les populations du monde garderont pour l'American Way of Life, le rêve américain. Quand on voit le déclin aux États-Unis, la dette, le chômage, le nombre de personnes qui vivent en marge de la société, le nombre de personnes qu'on voit déambulant, droguées aux opiacés dans les rues des grandes villes, comment vous imaginez que ce monde, ce rêve à l'américaine puisse subsister encore ? Alors, je crois qu'il va subsister malgré tous les constats que vous venez de faire, pour une raison très simple, c'est que les gens, en Europe ou ailleurs d'ailleurs, en Afrique, au fin fond de l'Asie, ils ne regardent pas les taux de chômage, ils ne regardent pas les problèmes que vous avez cités, ils regardent ce que donne Hollywood. Le rêve hollywoodien, ils voient des films, ils voient des séries américaines où les gens sont bien habillés, ils habitent dans des résidences avec 2 enfants, un garage, des belles... C'est le mythe, quoi, l'entretien du mythe. Ça fait plaisir et c'est une source d'espérance pour les gens qui ont un niveau de vie bien inférieur, se disent c'est possible dans un état de vivre de cette façon, de vivre le rêve américain. Et c'est un rêve, et il ne faut pas leur enlever ce rêve. D'ailleurs, il peut se produire, là aussi, pas du jour au lendemain, mais ça peut arriver, en travaillant et en adaptant à leur pays les recettes de l'économie de marché. Alors, vous nous décrivez quand même dans votre livre, Jean-Luc Tary, une modification, une évolution des guerres qui pourraient être plus brutales, avec des bombes bactériologiques, virales, un krach économique à venir. C'est quoi pour vous aujourd'hui les raisons de garder espoir ? Garder espoir, c'est assez simple, il y a toujours une porte de sortie. Alors, c'est vrai qu'il y a un risque qu'il ne faut pas nier d'une 3e guerre mondiale virale, parce que c'est bien pratique de balancer un virus. On ne sait pas trop qui l'a balancé, on peut le balancer de façon assez discrète. Un nouveau virus qui contaminerait toute une partie de la population, de pays éloignés, jugés indésirables.
Ce qui veut dire d'ailleurs un point très important, c'est que les grandes puissances de demain, elles devront avoir l'arme nucléaire, on en a parlé, mais aussi elles devront avoir l'arme virale et bactériologique. Et elles devront produire des vaccins pour protéger leur propre population sur leur territoire. Il ne faut pas qu'il y ait de décentralisation des grandes productions de virus ou d'anticorps, etc. Des vaccins qui soient vraiment des vaccins. Voilà. Donc pour moi, là, une troisième guerre mondiale virale, c'est une possibilité. Qu'il ne faut pas négliger, ou bactériologique. Avec mais moi, je vous parlais d'espoir, Jean-Luc Tarry, pour la fin. L'espoir, c'est en effet qu'il y a une prise de conscience du danger. Et les populations, bien, se diraient, non, c'est pas acceptable. Si par exemple, ceux qui nous font peur, les Chinois ou les Russes, ont conscience, les peuples ont conscience de ce danger, bien, ils pourraient demander à leurs dirigeants de faire attention. Les Français ont peur de la Russie, des Russes et des Chinois, vous pensez? Non, on n'a pas peur, puisqu'on vient de voter, l'Union européenne vient de voter pour 50 milliards de soutien à l'armée ukrainienne. Alors, c'est pas un investissement très brillant, parce qu'à mon avis, bon, on l'a déjà dit, la Russie ne perdra pas. Mais il ne faut pas désespérer. Si les peuples, tous les peuples de l'Union européenne comprennent qu'ils sont embarqués dans une mauvaise passe, on est encore en démocratie, ils vont faire pression sur les dirigeants européens pour dire bon, ça suffit, 50 milliards de perdus, vous n'allez pas continuer comme ça tous les ans. Jean-Luc Tarry, votre ouvrage, c'est L'avenir de l'humanité, un essai de futurologie édité chez Godefroy de Bouillon, à retrouver sur la chaîne, la boutique de TVL, excusez-moi. Merci à vous, monsieur.